Encore une fois, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs guinéens de la Guinée et de la diaspora, où que vous soyez. Je vous adresse mes salutations fraternelles et amicales. Je fais ce live aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de sujets concernant notre pays, la Guinée. Concernant notre pays, la Guinée. Et nous avons également... nous allons d'abord vous donner des informations. Nous allons analyser certains sujets et puis commenter d'autres. Voilà. La première information nous amène à la HAC, à la Haute Autorité de la Communication, la HAC des HIC. La HAC avait un mandat de 5 ans. Elle a été installée en 2020, précisément au mois d'août. Le mandat de la HAC est arrivé à terme le 25 août 2025. Et normalement, c'est une nouvelle HAC qui doit être composée par décret avec les textes qui sont là et qui méritent d'être revus d'ailleurs pour l'intégration du syndicat à la HAC. Et d'ailleurs, professionnaliser la Haute Autorité de la Communication, la HAC, pour y intégrer des professionnels de l'information et de la communication. Parce que vous avez des gens qui n'ont ni fait le métier de l'information, encore moins le métier de la communication, qui n'ont exercé dans aucun des deux domaines et qui se retrouvent là. Et à chaque fois que des journalistes sont convoqués, ce sont ces commissaires non journalistes, non communicants professionnels qui viennent interroger les journalistes sur la qualité professionnelle ou non de leur travail journalistique. Et je pense que de la même manière que les dossiers judiciaires sont jugés par des magistrats qui ont étudié le droit, de la même manière, les reproches qui sont faits aux journalistes, les interpellations, les plaintes qui sont portées contre les journalistes par devant la Haute Autorité de la Communication doivent être examinées et ces journalistes doivent être entendus par des professionnels quand il s'agit justement des sujets en lien avec l'exercice de leur métier de journaliste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui sur la Haute Autorité de la Communication. Vous savez, je vous l'avais dit au début, notre série d'enquêtes sur les présumées corruptions dans les départements ministériels par rapport au marché public, vous le savez très bien, on a commencé par le ministère de la Justice. Nous avons prouvé par A plus B que tous les départements, à commencer par la présidence de la République, étaient en violation flagrante des dispositions du Code des marchés publics en vigueur en République de Guinée. La quasi-totalité des marchés qui ont été passés sous le CNRD en 2022 et en 2023, pour 2024, je n'ai pas encore les données, mais je vais les avoir, Inch'Allah, ont été passés en violation flagrante des dispositions du Code des marchés publics, mais aussi des dispositions de la loi anticorruption. D'accord? Et j'ai été à la HAC, parce qu'à l'époque, on a vu un projet de construction de sièges au nom de la HAC. C'est-à-dire que la HAC prévoit de construire un siège à Boké, à Kankan, je crois, à Kindia, je ne me rappelle plus de toutes ces données. Et la HAC avait également un chantier d'extension de son siège. Le chantier, c'était un marché de plus de 11 milliards, si je ne me trompe, entre 11 et 13 milliards. J'ai été rencontrer le président de la HAC, Boubacar Yassine,
Diallo pour l'interroger justement sur les conditions d'attribution de ces marchés et surtout sur le sujet de construction des 10 sièges régionaux de la haute autorité de la communication. Au même moment, nous travaillons sur les marchés de la présidence, notamment l'administration générale du Palais du Peuple, l'administration générale du contrôle des grands projets et d'autres organismes qui sont rattachés à la présidence de la République. Mes frères et sœurs, voilà l'information que je vais vous donner sur la HAC ce soir pour vous dire ce qui pourrait expliquer, n'est-ce pas, certaines attitudes du président de la HAC qui a complètement trahi son métier, qui a trahi sa corporation, qui a trahi tout le combat qu'il a mené jusque-là, en tout cas visiblement. En 2000, avant l'avènement de Boubacar Yassine à la HAC, au temps de Madame Martine Condé, la HAC, quand elle avait des missions à l'intérieur du pays, elle procédait à la location des véhicules. Madame Martine Condé avait fait la demande au président Alpha Condé, expliquant les conditions précaires ou les difficultés pour la HAC, pour le personnel de la HAC d'effectuer des missions à l'intérieur du pays. À l'époque, le président Alpha Condé avait mis 4 pick-up sortis d'usine à la disposition de la haute autorité de la communication, la HAC. Les 4 pick-up sont différents du véhicule de service de la présidente ou du président de la HAC. À l'avènement du CNRD au pouvoir, la HAC, tout comme les autres institutions républicaines, avait été dissoute. Au lendemain de la dissolution de la HAC, ce sont nous, les professionnels de la presse, qui avons mené des démarches souterraines pour demander au CNRD de rétablir la HAC. Et c'est pourquoi la HAC a été rétablie. La Cour constitutionnelle n'existe pas. Les prérogatives de la Cour constitutionnelle ont été transférées à la Cour suprême. L'Assemblée n'existe pas, ainsi de suite. Mais la HAC, c'est la seule institution républicaine qui a été rétablie après le coup d'État. Et nous savons également, le président de la HAC, M. Boubacar Yassine, ses démarches pour être justement pour le rétablissement de la HAC, mais aussi pour son maintien à la tête. Nous savons, je ne rentre pas dans ça. Mais après l'avènement du CNRD au pouvoir, la haute autorité de la communication, à travers M. Boubacar Yassine, avait fait la demande à la présidence du CNRD, donc à la présidence de la transition, des moyens de déplacement pour permettre, pour renforcer, n'est-ce pas, la capacité les capacités de mobilité ou pour faciliter la mobilité du personnel de la HAC. Le CNRD, la présidence du CNRD ou le président de la transition a mis 2 autres pick-up à la disposition de la HAC. Ça fait 6 pick-up qui sont différents du véhicule de service, la V8, donc que détient M. Boubacar Yassine Diallo, président de la haute autorité de la communication. Les 6 pick-up qui sont à la HAC, est-ce que vous savez qu'il n'y en a que 5 qui sont disponibles à la HAC? Sur 6 pick-up de la HAC, il n'y a que 5 qui sont disponibles. Le 6e est où? Est-ce que vous le savez? Je vais voir vos... Est-ce que vous savez où se trouve le 6e pick-up? Je vais vous donner le numéro de la plaque d'immatriculation de ce pick-up là, qui n'existe pas aujourd'hui parmi les véhicules de la haute autorité de la communication. Le numéro d'immatriculation, c'est VA 5684A. VA 5684A.
Partagez le live, s'il vous plaît. Ce véhicule, vous savez qui le détient? C'est l'épouse de monsieur le président de la haute autorité de la communication. Un véhicule administratif qui appartient à la haute autorité de la communication et d'ailleurs qui a l'étiquette de la HAC, la haute autorité de la communication. Voyez ça? C'est l'étiquette de la HAC. On ne voit pas bien. Voilà. C'est l'étiquette de la HAC. C'est le véhicule en question. C'est un pick-up de la HAC qui se trouve être utilisé par la femme du président de la haute autorité de la communication. C'est-à-dire le président de la HAC remet un des pick-up de la HAC à sa femme qui roule dans ça alors que cette dernière travaille dans un autre service. Elle travaille dans un autre service. Mais la voilà détenir un véhicule de la haute autorité de la communication, la HAC. Le véhicule, j'ai donné le numéro de la plaque d'immatriculation, VA 5684A. Et c'est écrit là-dessus la haute autorité de la communication. Mais ce véhicule haute autorité de la communication ne se retrouve pas au siège de la HAC, mais plutôt au siège d'un autre service. Avant de rentrer à Kaloum, je vais rentrer dans les détails. Je vais peut-être donner les précisions par rapport à cela. La dame ne travaille pas à la HAC, mais elle roule dans un véhicule de la HAC. Comment on appelle ça? Comment on appelle cette pratique? Et au-delà de ça, ce que vous ne savez pas également, il y a un des fils du président de la haute autorité de la communication qui étudiait au Sénégal, qui a fini ses études, qui est rentré en Guinée, qui n'est pas membre de la HAC, ni commissaire, ni membre ni un personnel d'appui de la HAC. Donc, il ne travaille pas à la HAC. Mais aujourd'hui, il fait partie des missions de la HAC. Son fils prend part aux missions de la HAC à l'intérieur du pays. Nous détenons toutes les preuves. Au départ, quand j'avais commencé à constater la présence de ce jeune, je crois que ça doit être le 3e garçon du président de la haute autorité de la communication. Son fils venait à la HAC. Et finalement, ça dit, comme quelqu'un peut rendre visite à son père, venir passer du temps avec lui, ou peut-être, voilà quoi, passer quand même un moment avec son papa dans le bureau. Et finalement, les missions officielles de la haute autorité de la communication, la HAC, le président de la HAC met son fils dans les missions officielles de la HAC aujourd'hui, à l'intérieur du pays. Je détiens les preuves. Comment on appelle ça? Comment un tel monsieur ne va pas sacrifier les journalistes pour se maintenir là? Et quand il avait fait l'objet d'accusations pour des faits de présumé détournement des deniers publics après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, c'était nous, la presse, qui l'avons soutenu également. Nous, les journalistes, qui l'avons soutenu. Un véhicule de la HAC détourné pour être mis à la disposition de sa femme. Or, il y a un arrêté du ministre de la fonction publique signé en date du 4 avril 2025 qui dit que les véhicules administratifs sont exclusivement dédiés à l'usage professionnel. Alors, un véhicule de la HAC doit être exclusivement
utilisée que par le personnel de la HAC. La circulation des véhicules administratifs n'est autorisée que pendant les heures et jours de travail. Comment se fait-il que le véhicule qui est octroyé à une institution de la République pour permettre au personnel de se déplacer ou pour faciliter, n'est-ce pas, les déplacements du personnel, que ce véhicule-là soit détourné pour des fins personnelles et qu'à la HAC, que le premier président, c'est-à-dire la première personne, la première autorité de cette HAC-là, puisse intégrer son propre fils dans les missions de la HAC alors que son fils n'est pas un travailleur de la HAC. Comment on qualifie cela? Comment peut-on appeler cela? Analysez. Ça, c'est la première partie. Notre grand frère Fana Souma, lui aussi qui a signé l'arrêté de fermeture des 3 grands médias, quand il a été suspendu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas parlé de lui. Mais le moment viendra. J'avais un respect religieux pour Fana Souma. Un respect religieux pour ce monsieur. Très honnêtement. Mais il faut... Le véritable problème en Guinée, c'est une crise de moralité en fait. Il faut enseigner les valeurs aux futures générations de ce pays pour éviter de nous retrouver dans ce même tourbillon encore, de revenir, hein, d'être dans un éternel recommencement chaque fois. Il faut nous sortir de ce tourbillon. Et ça, il faut enseigner les valeurs. Il faudrait que les valeurs morales soient enseignées aux jeunes gens, aux futures générations, parce que les anciens, ça c'est pourri déjà, complètement. Je ne pouvais pas croire qu'un Fana Souma, qui avait été suspendu par Madame la ministre Aminata Kaba, j'ai personnellement contribué, mené des démarches souterraines pour aider à lever la suspension de Fana Souma. Dieu m'est témoin et il y a des témoins également qui existent. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé entre lui et moi à ce sujet. On ne rentre pas dans ça. Que vous, après avoir passé des décennies de carrière de journaliste, avec l'admiration de toute une corporation, le respect de tous les jeunes journalistes, comme une source d'inspiration, comme une référence, que vous ne soyez pas capable de dire à une transition passagère ou aux autorités d'une transition, niet, je ne peux pas apposer ma signature sur un acte illégal et surtout qui met en péril l'emploi de près de 1000 journalistes. Je ne peux pas signer un tel document. Moi, Fana Souma, je ne peux pas être à l'origine du malheur de près de 1000 journalistes en République de Guinée. Je ne peux pas signer un arrêté qui ferme des médias libres et indépendants qui font correctement leur travail au bénéfice du peuple de Guinée, dans l'intérêt de la nation. Mais il l'a signé. Il faut que nous ayons le courage. Et pour avoir le courage de dire non à un chef, il faut être fort moralement. Il faut avoir des vertus. Il faut avoir une conviction forte. Il faut avoir la crainte d'Allah pour pouvoir s'assumer. S'il fait qu'aujourd'hui, en Guinée, cette crise de moralité fait que tout le monde peut devenir, ou tout le monde est presque poltron en Guinée. Dès que quelqu'un a un poste de responsabilité, même si tu lui demandes de mettre le couteau à la gorge de quelqu'un, injustement, il le fera. Il sans même penser 2 fois. Jusque-là, je n'en revenais pas, je ne voulais jamais parler de Fana, tellement que j'avais un respect pour ce monsieur. Nous entretenions de très très bons rapports. C'est un grand frère pour qui j'avais énormément de respect, mais qui fait désormais partie
du côté sombre de l'histoire de la presse guinéenne. Par son acte, par son manque de courage, par sa complicité, en s'associant à la junte du CNRD pour fermer les 3 grands médias. Lui, les Yassine, on n'en parle pas. Je passe là-dessus. L'autre sujet, c'est par rapport aux universités guinéennes. Que la refondation se porte très bien. Mais s'il vous plaît, démentez. En fait, c'est ce que j'ai toujours dit. Pour ceux qui se rappellent, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je me répète toujours. J'ai dit, prouvez le contraire de ce que j'ai dit. Essayez de me démentir. Au moins, faites de moi un menteur à travers des preuves contraires, des informations que je révèle. Que ce soit dans les GG ou dans le Before GG, dans les informés ou je ne sais quoi d'autre, sur l'inquisiteur, toutes les informations que j'ai données sur le CNRD. J'ai dit, s'il vous plaît, prouvez le contraire. Au moins pour que les gens me prennent pour un menteur. Au moins. Mais jusque-là, personne et rien n'a été démontré ou montré au peuple de Guinée pour prouver le contraire de ce que je donne comme information. Je n'ai pas intérêt à mentir. Au-delà des questions déontologiques, au-delà des questions d'éthique, mon éducation ne me le permet pas. Non. Mon éducation ne me le permet pas. Et ma foi également ne me le permet pas. La crainte d'Allah qu'il y a au fond de moi, je ne peux pas me permettre de mentir gratuitement, inutilement, sur des gens sans avoir la moindre preuve sous la main. Je ne peux pas me le permettre. Et je ne peux pas avoir la rancœur pour me battre gratuitement contre des gens pour les dénigrer. Non, je ne suis pas quelqu'un de ce genre. Et c'est pourquoi, moi je ne parle jamais de la vie privée des gens. C'est quand ça touche à l'intérêt de la République, quand ça touche à l'intérêt général, oui, je peux me prononcer là-dessus. Quand c'est des questions d'injustice flagrantes, je peux me prononcer là-dessus. Mais je ne sais pas inventer des contre-vérités pour coller à la peau des gens parce que j'aime pas leur tête. Non, je ne suis pas dans ça, moi. Alors, en 2022, cette crise de liquidité, vous avez vu mon post, j'ai mis des captures là. Novembre 2022, j'ai prédit la crise qui visait le secteur bancaire guinéen. Je l'ai dit, vous avez vu la capture sur ma page Facebook. Ceux qui sont sur TikTok ne l'ont pas vu. Je l'ai prédit depuis novembre 2022. Et en 2023, parce que tout simplement, c'est un procureur de la République qui peut faire une requête pour, n'est-ce pas, saisir un compte bancaire, bloquer un compte bancaire ou geler un compte bancaire. Maintenant, c'est une décision de justice qui peut l'entériner, mais qui peut confirmer. Parce que quand un juge d'instruction ou quand un magistrat est saisi du dossier, il peut ordonner la main levée sur le compte qui avait été imposé par le procureur. Mais sans aucune décision de justice, le CNRD a ordonné le gel des comptes de toutes les autorités du régime d'Alpha Condé. C'est-à-dire que les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, il a été ordonné aux différentes banques primaires de procéder au gel des comptes bancaires des différentes autorités de la gouvernance d'Alpha Condé. Sans aucune décision de justice. Les banques se sont pliées à cette injonction, oubliant, n'est-ce pas, le socle, le fondement même de la banque qui est, c'est-à-dire l'expression fiduciaire qui parle de la confiance, donc en trahissant la confiance de la clientèle. Et les membres du CNRD, prenant donc l'exemple sur ça, les grandes autorités qui sont en train de s'enrichir sous cette transition, leur argent n'est pas à la banque. Ils ne mettent pas leur argent à la banque. Ils oublient également que les banquiers sont aussi en contact, ont des affinités, ont des proximités avec les gros déposants.
Et donc, ils causent entre eux. Et ces banquiers remontent à des citoyens, ceux qui emmènent des milliards à la banque. Ah, les autorités de la transition, malheureusement, ne déposent pas leur argent à la banque. Ce sont des miettes qu'ils mettent à la banque. Les gros montants, ils ne les envoient pas là-bas. L'argent de la corruption ne peut pas aller à la banque. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier. La CEMTIF est là-bas. Et donc, ceux-là donc qui pouvaient déposer leur argent, on pensait, ce qui est arrivé aux anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, il ne faut pas que la même chose nous arrive. Donc, ils ont mis leur argent de côté. Chacun s'est ouvert une banque privée à la maison ou quelque part. Aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, il est plus facile de trouver le dollar en Guinée que le franc guinéen. Plus facile de trouver le dollar en Guinée. Parce que toutes les grandes autorités de cette transition-là, s'ils veulent vous donner de l'argent, c'est en dollars. Cela s'explique. Le deuxième fait, les réserves obligatoires des banques primaires qui sont détenues auprès de la BCRG. Pour qu'une banque commence à exercer sur le territoire guinéen, il y a un certain montant qu'on leur impose. Ils doivent déposer ce montant auprès de la BCRG pour constituer les réserves obligatoires, c'est-à-dire une garantie en cas de faillite. Maintenant, le gouvernement de la transition, malgré l'émission d'un nombre important de bons de trésor, malgré les titres d'État, c'est-à-dire les dépenses extra-budgétaires, on vous amène à faire des choses et après on dit qu'ils vont régulariser après. On fait décaisser de l'argent à la BCRG et on dit que ça va être dans les comptes du trésor, on dit que ça va être régularisé après. Les titres d'État et les bons de trésor, c'est en gogo. Ils les ont délivrés pêle-mêle, n'importe comment, sans planification, sans prévision, sans aucune expertise. Et après, les réserves, peut-être je vais trouver le montant réel, laissez-moi trouver ça, qui existait, le montant total des réserves d'échange des 19 banques primaires à l'époque, si je ne sais pas s'il y a de nouvelles banques maintenant, au niveau de, comment dire, sur le territoire guinéen. Attendez, je crois que j'ai le document là ici. Voilà. Le montant total. Est-ce que c'est ça? Attendez, donnez-moi une seconde. Ça doit être là. Attends. J'ai mis ça où? Attendez. D'accord, je vais donner le... En fait, c'est un peu plus de 5200 et quelques milliards. 5200 et quelques milliards. La BCRG, qui était détenue à la BCRG, et en devise et en francs guinéens. Et en devise et en francs guinéens. Le gouvernement a pris les 5 000 milliards de garantie des banques. Donc, ça veut dire qu'aucune banque en Guinée n'a à date une garantie réelle auprès de la BCRG parce que leur réserve obligatoire, le gouvernement guinéen s'en est saisi. Que pour financer, ils ont dit à l'époque qu'ils ont besoin de financer de toute urgence des projets avec ce montant de 5 000 milliards, des projets d'infrastructure. Maintenant, nous ne savons pas comment ces 5 000 milliards ont été utilisés. Comment cela a été intégré dans la loi des finances, comment cela a été intégré dans le budget. On ne sait aucunement depuis l'annonce de la réquisition de ce montant de 5 000 milliards. Nous, en tout cas, le bas peuple, les citoyens ne savent pas comment les 5 000 milliards ont été utilisés. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, les grands opérateurs économiques qui déposent les gros montants, ces grands déposants-là, dont les ressources permettent aux banques primaires de fonctionner, savent pertinemment que les garanties des banques ont été... La garantie de leur banque a été prise par le gouvernement. Et tout le monde sait que le gouvernement est un mauvais payeur.
Même s'il se trouve que des taux avaient été fixés, des taux d'intérêt. Mais les banques, même des banquiers nous ont dit en offre qu'ils ont été obligés, c'est-à-dire contraints d'accepter la proposition du gouvernement. Ce n'était pas de leur choix. Donc leur garantie est partie. Et maintenant, les grands commerçants qui déposaient de l'argent à la banque ont commencé à se retenir. Au même moment, le CNRD a pensé que c'est que l'État fait le commerce et que l'État se fait des intérêts pour une économie de subsistance comme celle de la Guinée. D'abord, le montant qu'ils ont trouvé sous Alpha, c'est-à-dire la gouvernance d'Alpha, ils ont payé les dettes, quelques dettes, plus de 1000 milliards de dettes intérieures, au temps de l'ancien Premier ministre Biavogi. Ils ont même vanté ça, c'est extraordinaire, alors que ce n'est pas eux qui ont mobilisé ces montants-là. Posez-vous la question aujourd'hui, les réserves de change de la BCRG couvrent combien de mois d'importation? Posez la question. Les réserves de change de la Guinée de la BCRG couvrent combien de mois d'importation aujourd'hui? C'est extraordinaire. Et donc, ceux qui amenaient leur argent à la banque n'en voient plus. Ça ne tourne plus. Eux-mêmes, ils ont pris maintenant des liquidités pour distribuer aux gens. Ceux à qui l'argent a été distribué ne peuvent pas mettre l'argent là aussi à la banque. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier. Les gros montants, ça appartient à ceux qui sont au pouvoir. Ils cantonnent ces montants-là à domicile. Ou ils vont faire la monnaie pour garder les devises par devers eux, en euros ou en dollars. Ils gardent en tout cas pour la plupart des dollars avec eux. Même quand ils veulent te donner de l'argent, c'est en dollars. Maintenant, les cambis, et c'est dans le marché noir, c'est pas la BCRG. Hein. Ils font la monnaie, ils peuvent envoyer des milliards dans le marché noir pour acheter le dollar. Mais jamais à la BCRG. Jamais à la BCRG. Et les cambis là ne peuvent non plus déposer leur argent à la banque. Eux, ils gardent leur argent parce que c'est leur fonds de roulement. C'est avec ça ils achètent les devises. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et au même moment, il y a des régies, il y a aujourd'hui des EPA depuis 5 mois qui ne sont pas entrés en possession de leurs subventions, notamment les universités guinéennes. Les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée, ça fait 5 mois. 5 mois qu'elles n'ont pas leur subvention. 5 mois, même les femmes qui balaient dans les universités, même les femmes qui s'occupent du nettoyage des latrines, qui viennent balayer les bureaux, les bureaux des administrateurs des universités, ça fait 5 mois que ces femmes-là ne sont pas payées. Ça fait 5 mois que les administrateurs des universités guinéennes n'ont pas leur subvention, sont dans la misère, sont dans la galère. 5 mois sans pas de subvention. Au moment où ceux-ci sont dans cette misère-là, face à la crise de liquidité, le Premier ministre fait une note circulaire. Il fait une lettre pour adresser au département ministériel afin de privilégier ce qu'on appelle les virements bancaires et l'émission de chèques ou quoi. Attendez, je vais lire le contenu du courrier en question. Mais après, nous allons l'analyser. Ils disent modernisation des paiements publics. C'est le nom du courrier. Il est écrit, c'est depuis le mois de juin, le 2 juin 2025, à mesdames et messieurs les membres du gouvernement, modernisation des modalités de paiement dans les services publics. Dans le cadre de la refondation de l'État impulsée par son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président tant, et conformément à l'exigence de transparence, de rigueur et de modernisation de la gestion des finances publiques, il apparaît nécessaire de repenser nos pratiques en matière de paiement dans les administrations publiques. L'usage courant des paiements en espèces dans les services publics, bien que parfois justifié par des contraintes techniques
ou des contextes particuliers exposent notre système à de nombreux risques. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des départements ministériels à œuvrer activement à la réduction progressive de l'utilisation des paiements en espèces, partout où les conditions le permettent. Vous êtes appelés à privilégier systématiquement les paiements par virement bancaire ou à travers des solutions de paiement numérique sécurisées. C'est-à-dire de privilégier les paiements bancaires, c'est une bonne mesure. Mais qu'est-ce qui les a amenés à instaurer cette mesure? Et là, on dit, dans le même courrier plus loin, il dit cette orientation devra s'appliquer aux dépenses de fonctionnement, au paiement des prestataires, aux subventions, ainsi qu'à toute opération pour laquelle une alternative ou numéraire est techniquement et juridiquement envisageable. C'est-à-dire, même les femmes qui balaient dans les universités, dans les bureaux, les femmes qui ont des contrats de nettoyage là, ou de quoi d'autre, les fournisseurs, ceux-là même qui apportent de l'eau dans les bureaux, ceux qui apportent les fournitures des services là, que tout ceci désormais soit payé par virement bancaire. Oui, la monnaie électronique, c'est la modernité. La digitalisation, c'est la modernité. C'est bien beau. Si cette mesure avait été prise, que dans le cadre de la modernisation de l'administration, on peut comprendre. C'est ce qui se dit. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a plus de liquidité, il n'y a pas d'argent. Maintenant, comment vous pouvez? Et la finalité, parce que les États-Unis qui sont la première puissance, si vraiment l'argent pouvait continuer à tourner en ligne comme ça, sans qu'on ne voie les billets, le dollar allait disparaître. L'Union européenne, l'euro aussi allait disparaître. Le franc CFA allait disparaître. La première économie africaine, aujourd'hui, marche, c'est-à-dire la liquidité est là. La deuxième, jusqu'à la 10e économie africaine. La Guinée peut se prévaloir, ou en tout cas peut prétendre, aller vite à la digitalisation des paiements, ou à la promotion de la monnaie électronique par rapport à ceux-là qui sont 10 000 fois en avance sur nous. Ça se comprend comment? Comment peut-on expliquer ça? Comment peut-on comprendre cela? Que celui qui est à Yunkunkun là-bas, que celui qui est à Garaoundou, je ne sais où encore, que celui qui est à Yalenzu, à Palais, à Bounouma, que celui qui est à Sangardo, que celui qui est où encore, que ces gens-là, qu'on dise que leur salaire leur a été viré par banque, comment dirais-je, donc on demande à ce que tout le monde soit bancarisé. Maintenant, les mamans qui vont aller acheter les condiments au marché là aussi, vont être bancarisés. Quand tu viens pour acheter une tomate à 1000 francs guinéens, tu fais le transfert de 1000 francs par Orange Money, c'est ça? Quand tu vas pour acheter l'oignon ou le gombo à 5000, tu fais le transfert de 5000 par Orange Money, c'est ça? Parce que la finalité, c'est la liquidité. Et d'ailleurs, la compensation entre les banques, comment ça se fait? Par exemple, moi, Babila, j'ai 1 milliard. 1 milliard à la BCRG, comment dirais-je, dans une banque primaire, je demande à transférer ça sur un autre compte. Paiement électronique là, ça s'accompagne par quoi? C'est pas les chiffres, ça c'est le numéro, l'écriture comptable. On transfère de manière électronique. Mais derrière, il faut qu'il y ait l'argent en physique. Ceux qui font les remises des chèques entre les banques. Moi, je suis domicilié dans une banque X. J'ai fait des prestations pour un service. Le service a son compte domicilié. Attendez. Le service me fait un chèque de 100 millions. J'envoie les 100 millions dans ma banque X pour la remise. Ma banque X transfère ce chèque-là dans la banque Y
pour le transfert du montant de mon argent sur mon compte. Maintenant, l'écriture comptable, est-ce que c'est les chiffres seulement qu'on transfère ou bien c'est on prend de l'argent en liquide pour déposer à ma banque? C'est la liquidité. Quelle que soit la volonté de faire le transfert numérique. C'est pourquoi le fonds, il y a des véhicules de transport de fonds. Sinon, les pays n'allaient pas disposer de ça, on allait continuer. C'est l'écriture comptable. Ce sont les chiffres numéraires qui sont en train d'être véhiculés par Orange Money. Si par exemple tu as 1 million ou 10 millions sur ton compte Orange Money, mais si tu ne peux pas avoir de l'argent en liquide, si tu ne peux pas faire des achats avec ça, moi j'ai 10 millions, je veux aller acheter des condiments au marché, mais la vieille qui vend les condiments au marché là, ne sait même pas ce qu'on appelle Orange Money, ou bien ne connaît même, ne s'y connaît pas. Je dois lui donner l'argent en liquide, ou bien je dois lui faire un dépôt Orange Money. Et surtout que ces transactions également ne sont pas gratuites. Quand par exemple, je suis locataire dans une maison, le bailleur demande à ce que je fasse le paiement sur son compte Orange Money, je dois mettre les frais de retrait ou pas? Est-ce qu'on tient compte de tout cela? Et après on dit qu'il faut privilégier les virements. Et tous les paiements, même le paiement, par exemple dans une université, la scolarité, c'est-à-dire le service de les régies, quand ils mettent les régies en place, pour le fonctionnement de la scolarité, pour le fonctionnement de la bibliothèque, pour le fonctionnement des départements, pour le fonctionnement des décanats, pour le fonctionnement des différents services universitaires, qu'on demande à chaque service de l'université. L'université n'a qu'un seul compte bancaire, par exemple, au nom de l'université. Ils vont à la banque pour retirer de l'argent et venir payer la subvention, le fonctionnement de chaque service administratif. Mais figurez-vous, tel qu'on est en train de le dire maintenant, là, sous le CNRD, que chaque service se perçoive désormais son budget de fonctionnement par virement bancaire. Donc, ça veut dire que chaque service, au-delà du compte de l'université, que la bibliothèque ouvre un compte au nom de la bibliothèque de l'université, que la scolarité ouvre un compte au nom de la scolarité, que chaque département, s'il y a 22 départements, que chaque département ouvre un compte à la banque au nom de son département. Maintenant, quand l'argent va être déposé sur leur compte bancaire, ils doivent payer les femmes qui viennent balayer. Ils doivent payer comment dirais-je, les papiers RAM. Ils doivent payer les bics. Ils doivent payer les cartables en un mot. Ils doivent acheter de l'eau pour mettre dans les bureaux, le savon, etc., etc. Tous les accessoires, tout ce dont ils ont besoin pour acheter tout ça. Ça aussi, c'est de la liquidité ou bien partout ils vont passer, c'est avec leur téléphone pour faire virement. Je vais au marché, je demande maman, ou bien je vais chez un prestataire comme ça, dans une librairie, j'ai besoin de 5 paquets de RAM, je demande au vendeur de me donner son numéro, je lui fais un chèque, pour un chèque, ou en tout cas on dit encore non, on lui fait un virement sur son compte. Comment vous comprenez cela? Et on est dans cette difficulté, malgré, on dit que le pays va bien. Dieu merci. On va laisser ce sujet-là. Les universités sont dans une galère aujourd'hui. Pas que les universités. Demandez aux autres régies. Demandez aux autres GPA. Combien de mois sans subvention? Demandez. Il y en a des fonctionnaires aujourd'hui qui ont fait des mois sans pouvoir payer leur maison à Conakry. Il y en a. Demandez à des fonctionnaires qui ont constaté la réduction de leur salaire mensuel sans aucune explication. On fait des coupes. C'est-à-dire qu'ils étaient payés à 3 millions, on leur paye 2 700 000, on leur paye 2 800 000 ou on leur paye 2 900 000. On coupe 100 000, on coupe 50 000, on coupe 200 000, on coupe 300 000, on coupe 350 000 sur leur salaire sans aucune explication. Demandez aux fonctionnaires, ce n'est pas moi qui l'invente. Sans aucune explication. Pour les militaires, on n'en parle pas. Il y a un système frauduleux qu'on appelle là-bas qu'ils sont bancarisés avec un système de paiement là. Tu te présentes à leur guichet, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Des militaires qui passent 3, 4, 5 jours en train de courir derrière leur argent. Derrière leur solde, ils n'entrent pas en possession. On dit qu'ils sont bancarisés. Ils ne vont pas à la banque, mais c'est un service de paiement électronique justement qui fait comme les Orange Money. Ils viennent dans leur kiosque, ils donnent leurs références et puis on leur donne de la liquidité.
Ils se mettent à tourner entre les différents kiosques comme ça, ils n'ont pas accès à leur salaire. Le mois finit, parfois jusqu'au 5, jusqu'au 7, certains n'ont pas leur salaire. Allons-y, on est en refondation, ça continue. La refondation de la défondation de la nation. C'est très bien. On laisse ce sujet. Il y a un événement qui s'est passé récemment au ministère des Sports, de ce ministre Bogola Haba. La délégation guinéenne qui avait été bloquée du côté de l'Ouganda. Il s'est dit beaucoup de choses. Il allait raconter des choses sur Facebook. La location de l'avion, c'est pas comme la location d'un Magbana, patati patata. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ma lecture, hein? C'est ma lecture. Je peux me tromper là-dessus. Mais c'est mon analyse. C'est ma lecture. Est-ce que vous savez, vous comprenez pourquoi la délégation guinéenne a été bloquée pendant des jours? Il n'y avait pas d'avion pour les chercher. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous avez des explications? Je veux voir. Voilà, Pécar. En fait, je n'ai pas voulu, Bachir Diallo, je n'ai pas voulu dire le nom. Je n'ai pas voulu dire le nom. Merci là-bas. Partagez le live, s'il vous plaît. Je veux voir dans les commentaires, si vous savez par exemple, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui était à l'origine du blocage de la délégation guinéenne dans le cadre de la compétition en Ouganda, Chan. Qu'est-ce qui explique, selon vous? Est-ce que vous savez, ce sont les conséquences, beaucoup de gens ne comprendront pas. Ça, c'est ma lecture. Selon les informations, selon mes recherches. C'est une analyse personnelle. Les avions qui sont affrétés, c'est-à-dire les frais d'avion, des jets privés, etc., etc., les avions les moins chers en matière de location sont en grande partie détenus par les Émirats arabes unis. La Guinée n'a pas suffisamment d'argent pour affréter des avions avec des pays, par exemple, des grands pays où vraiment ça coûte énormément cher. Et donc, on affrète un avion avec les Émiratis. En fait, ce sont les conséquences de deux décisions, ou d'une décision, je vais dire. Une seule décision. Le retrait de la convention de GAC, Guinée Aluminium Corporation. Le CNRD ignore toutes les implications ou les conséquences qui pourraient résulter de cette décision hâtive, de cette décision irréfléchie. Je vous donne un exemple terre à terre. À Fria, l'usine de Fria était détenue par les Français. Quand la Guinée a arraché son indépendance sous Sékou Touré, pourquoi Sékou Touré n'a jamais chassé les Français? Alors que la Guinée ne détenait que 9%, ne détenait que 9% de parts dans l'usine de Fria. 9% de parts. 9. Retenez très bien, j'ai fait une comparaison. 9% au temps de Sékou, à Fria. Sékou, tout de suite, il n'a pas chassé les Français, ou bien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trouvé d'abord une alternative avec les Américains pour l'installation ou pour la création de la CBG en 1973. De 58 donc jusqu'en 73, la Guinée n'avait que 9% dans l'usine de Fria. Sékou a fait installer en 73 la CBG avec 49% de part de la Guinée. 49%. C'est après avoir acquis les 49% qu'il s'est tourné maintenant vers Fria pour exiger cette fois-ci que la Guinée ait les mêmes parts d'action dans l'usine de Fria. C'est après avoir garanti la CBG avec 49% de parts d'action de la Guinée qui s'est orienté maintenant vers Fria pour augmenter les parts d'action de la Guinée. 1973 à maintenant, on a eu 49%.
On est en train de se vanter pour 15% aujourd'hui dans les mines. Entre 73, quelqu'un qui a pu négocier 49% des parts pour l'État guinéen. Et aujourd'hui, le CNRD se vante, même si c'était sous Alpha, se vante d'avoir négocié des mines, des chemins de fer pour avoir une part de 15% pour l'État guinéen. On applaudit pour ça. CBG, on a 49%. 1973. 2025, on a 15%. On tape les mains. Et donc, GAC, partout où les avions sont affrétés à des coûts abordables, toutes ces sociétés, toutes ces entreprises ont des liens avec les Émiratis, avec les Émirats Arabes Unis, parce que ce sont eux qui disposent de la plus grande flotte de fret à travers le monde. Et donc, à cause de leur renvoi, ils ont refusé donc de mettre leurs avions à la disposition de la Guinée. C'est-à-dire, les locations d'avions de la Guinée, ils refusent, ils bloquent. S'il fait qu'ils ont fait des jours, il n'y avait pas d'avion. Où trouver l'avion s'ils n'ont pas d'argent? Parce que pour louer des avions ailleurs, il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le seul pays qui est capable de leur mettre des avions à disposition à un tarif abordable, à un coût abordable, ce sont les Émirats Arabes Unis, le pays où se trouve la société mère de GAC. Guinée Alumina Corporation, la société mère de GAC. Cette société appartient aux Émiratis. Et donc les Émirats Arabes Unis, avec le contentieux qui naît maintenant là, le conflit qui les oppose au CNRD, automatiquement, ils refusent de louer des avions à la Guinée. Vous allez voir même dans les jours à venir, si les délégations guinéennes, si la Guinée déboursait par exemple, 2 millions de dollars pour affréter un avion, peut-être ils vont devoir débourser désormais 3 millions ou 4 millions, voire 5 millions. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est le prix. S'ils avaient l'habitude de débourser 1 million de dollars, ils vont débourser désormais 2 millions de dollars, voire plus, parce que tout simplement, le pays qui louait des avions à un coût abordable, ce pays est en conflit avec les autorités de la transition, est en guerre donc avec les autorités de la transition. Ce qui fait que la délégation guinéenne, pendant des jours, était bloquée, il n'y avait pas d'avion pour aller les récupérer. C'est mon analyse. Peut-être que je peux me tromper. Qu'ils me disent le contraire. Si c'est le contraire, qu'ils nous disent pourquoi ils ont duré, l'avion n'était, il n'y avait pas d'avion pour transporter les Guinéens, les ramener au pays. Pourquoi? Pourquoi l'avion qui les a déposés, ce n'est pas cet avion-là qui est venu les récupérer? Pourquoi? Où est-ce qu'ils ont loué l'avion? Vous allez comprendre. En fait, ils n'ont qu'à dire la vérité, vous allez comprendre. Hey, ça a des implications. Le CNRD est en train de créer un véritable problème sans le savoir. GAC, les minéraux, la bauxite de GAC partait dans l'usine d'aluminium de Mubadala. Cette usine, Rio Tinto est actionnaire là-bas. Même la CBG est actionnaire là-bas. Rio Tinto qui est sur Simandou, quand on touche aux intérêts de GAC, on a touché à la CBG, on a touché à Rio Tinto, on a touché à d'autres sociétés sans le savoir. Oui, on est un pays souverain, mais qui est obligé de respecter ses engagements, qui est obligé de faire des choses avec tact. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Fria. Si Sékou avait renvoyé, avait chassé les Français là-bas pour dire on récupère l'usine, c'est ceci, c'est cela, ou bien s'était braqué pour exiger des parts qui n'existaient pas à l'école, on allait perdre beaucoup. Et aujourd'hui, 250 millions de dollars, par exemple, qui étaient injectés dans le budget national, on perd ça avec GAC. Et GAC faisait des chiffres d'affaires, augmentait encore, faisait des chiffres d'affaires pour la CBG, parce que c'est la CBG qui faisait l'extraction pour eux. Le monde des multinationales, en fait, ils sont liés. Il y a une interconnexion entre ces grandes sociétés. Mais les autorités de la transition ne le savent pas. S'attaquer à GAC, c'est s'attaquer à plusieurs sociétés qui ont des intérêts dans la chose. Donc, c'est une guerre ouverte
avec l'État, avec les Émirats Arabes Unis. La Guinée a tellement d'intérêt avec les Émirats Arabes Unis que beaucoup de choses vont se révéler dans les jours à venir. Même ceux qui ont procédé à des achats de maisons à Dubaï, peut-être on les saura. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler dans les jours à venir. Ça, on va laisser ce sujet. On va revenir à la suspension des partis politiques, le RPG et l'UFDG. Pour ceux qui se rappellent, encore, ils diront que Babila, c'était une prédiction, une prophétie, je ne sais pas. Moi, c'est pas une prédiction. Moi, j'ai donné une information. Janvier 2025, j'ai annoncé dans un live, ici, sur cette même page, que le CNRD est en train de mettre tous les moyens pour déstabiliser toutes les grandes formations politiques. Je l'ai dit que le CNRD est en train de mettre tous les moyens pour déstabiliser toutes les grandes formations politiques. Et je vous avais même dit qu'ils ont pris des engagements pour faire de certains des ministres, d'autres des directeurs, les cadres qui sont débauchés au sein du RPG et au sein de l'UFDG. Je l'ai dit sur cette page, ceux qui me suivent peuvent le confirmer. Janvier 2025. Je l'ai dit. Janvier 2025. J'ai dit le CNRD est en train de mettre tous les moyens. Et je connais même les financements qui ont été faits. Les cadres qui ont fait ces financements-là, je connais. Même le mouvement qui a été créé par des cadres qui ont, c'est-à-dire qui ont été débauchés à l'UFDG, ils ont créé un mouvement. Les gens n'ont pas entendu parler de ça encore. Ils ont créé un mouvement sous financement de certaines autorités de la transition pour battre campagne pour le CNRD. J'ai averti, j'ai dit c'est une alerte. Il y a une déstabilisation, un grand vent de déstabilisation des grandes formations politiques qui est en cours par le CNRD. J'ai dit les cadres des deux partis, et du RPG et de l'UFDG, ont été reçus plusieurs fois à la présidence. Je l'ai dit, on ne me croyait pas. J'ai dit certains seront ministres quand il y aura remaniement, certains vont devenir ministres, d'autres seront directeurs. Je l'ai dit sur cette page-là. Aujourd'hui, ça s'est fait, n'est-ce pas? Ça s'est fait. Et après, dans la perspective, n'est-ce pas, de faire passer leur constitution, projet de constitution, les forces vives, notamment composées de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel, ont annoncé une manifestation, de grandes manifestations. Le CNRD, pour anticiper, pour vous dire qu'ils sont dans la fourberie, ils sont dans l'incongruité. Ce sont eux qui ont empêché l'UFDG de tenir son congrès. Ousmane Gawal et son clan ont saisi le MATD sans que le MATD n'écoute la partie adverse. Le MATD a procédé à la suspension, a ordonné la suspension de la tenue du congrès de l'UFDG. Et après, on vient suspendre ces mêmes partis parce qu'ils ne se sont pas acquittés de cela. Quelqu'un qui est dans la normale, qui impose la normale, c'est-à-dire la norme à quelqu'un d'autre. Puisque les forces vives ont appelé à une manifestation, ils ont dit qu'il faut anticiper pour suspendre ces partis. Faire de ça un argument pour dire que les lettres, puisque pour organiser une manifestation, il faut adresser une lettre aux municipalités, donc aux délégations spéciales qui sont en place, aux mairies. Le CNR, l'UFDG et le RPG, il faut les suspendre pour les rendre illégaux, des partis illégaux, donc qui ne peuvent plus s'adresser à un service public. Donc, ils ne sont plus habilités à écrire, à s'adresser à l'administration, à une quelconque administration. Donc, si ils font une lettre d'information pour l'organisation de leur marche, on dira que leur lettre d'information est nulle et de nul effet parce que tout simplement, ils ont été suspendus. Et pourquoi? Et quand ils vont organiser maintenant une manifestation, on dira que ce sont des partis qui n'existent pas, qui ont été suspendus. Donc des partis suspendus qui organisent une manifestation, ils s'exposent à quoi? À des poursuites judiciaires. On dira qu'ils ont violé
la loi, et donc parce qu'ils sont dans l'illégalité, ils sont dans... voilà, ils sont dans l'illégalité, ils sont suspendus, ils n'ont pas le droit d'exercer une quelconque activité politique, donc il faut les poursuivre. C'est tout le plan, c'est rien d'autre, ça n'a pas d'autres explications. Il faut les poursuivre, ils sont suspendus. Il faut les poursuivre, ils ne sont plus des partis légaux. Ils espèrent qu'avec ça, ils vont pouvoir faire leur vote, leur référendum pour faire passer le projet de constitution. Nous l'avons analysé, vous avez vu l'article ici. Les incohérences, les incongruités, les contradictions notoires qu'il y a dans ce projet de constitution du CNRD. Il y en a énormément. Je ne reviendrai pas sur ça. En tout cas, j'ai révélé des choses sur ma page. Voilà la situation. C'est-à-dire, on met les partis dans l'illégalité, alors que ces mêmes partis disent n'avoir, à partir du 31 janvier 2024, ces partis-là ont fait une communication pour dire qu'ils ne reconnaissent plus le CNRD. Le CNRD illégitime, illégal, qui suspend des partis pour des raisons non avouées, et parce que tout simplement, ils veulent les faire taire. Il faut éliminer, vaille que vaille, tous les grands leaders politiques. Et puisque toutes les manœuvres ont été faites à travers les débauchages, à travers les perturbations, à travers le sabotage, à travers la corruption des cadres au sein du RPG Arc-en-Ciel, au sein de l'UFDG, rien de tout cela ne les a permis d'évincer Alpha Condé à la tête du RPG et d'évincer Cellou Dalein à la tête de l'UFDG. Il faut les mettre dans l'illégalité pour pouvoir engager des poursuites contre eux en cas d'organisation, en cas d'appel à manifestation, parce que tout simplement, leurs courriers d'information ne peuvent être ou ne peut être reçu par les municipalités, les communes qui doivent faire l'objet ou qui doivent connaître ces manifestations-là. Et on dira, c'est une violation de la loi, on va demander au procureur d'enclencher une poursuite judiciaire contre les responsables de ces partis-là. Ils ont commencé à cibler des personnes. Ça, je vous avertis sur ça encore. Je ne reviendrai pas sur... Il y a d'autres sujets, ce n'est pas important pour moi. Les sacrifices sataniques, démoniaques qui sont en train d'être faits, de part et d'autre à travers le pays, dans les 33 préfectures, pour fermer le bec à tous les Guinéens, c'est-à-dire pour emmener les Guinéens, comme si on attachait, on dit dans un langage vulgaire, attacher la population à ne pas pouvoir se mouvoir, à ne pas pouvoir manifester. C'est-à-dire que tout le monde se résigne sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et laisser le CNRD continuer dans sa forfaiture, dans son autoritarisme, dans les pratiques dictatoriales, dans la kleptocratie, que plus personne ne puisse dire un seul mot. Tout ce qui peut permettre de pérenniser ce pouvoir, donc c'est sacrifice partout où ça se passe. Je ne dirais pas que je suis au courant de tout, mais je sais beaucoup. Je sais beaucoup de choses. Mais je ne rentre pas dans ça, ce n'est pas important à mes yeux. Parce qu'on peut tromper tout le monde sauf Dieu. Et on peut tromper tout le monde aussi pour un temps, mais pas tout le temps. Ces sacrifices démoniaques, enterrer des bêtes vivantes, des bœufs vivants, faire des choses, il y a énormément de choses qui se passent. Faites plus que ça. Les marabouts et les féticheurs qui ont été déplacés dans les pays de la sous-région. Bon, on ne rentre pas dans tout ça. Faites ce que vous voulez. Mais le temps de Dieu, ça ne se reprogramme pas en fait. Cela va arriver. Inch'Allah. Et nous croyons en cela. Comme on croit à la mort. Le mal ne peut pas dominer le bien. Je vous avais dit dans l'autre live, la première victoire sur terre appartient au mensonge. La seconde victoire appartient à la vérité. La troisième victoire appartient au pouvoir ou la force. Et la quatrième victoire appartient à ce qu'on appelle le péché ou le karma. Qui finit par consumer, n'est-ce pas, tous les pouvoirs qui font dans l'abus, qui font dans l'injustice, qui font dans la répression, qui font dans la violation. Ça, c'est indéniable. C'est imparable. Ça va arriver, Inch'Allah.
Il y a d'autres sujets, mais on va se limiter là aujourd'hui. On se retrouvera un autre jour. Merci d'avoir été là pour moi, pour vous, pour la Guinée. Il faut aider notre pays. La Guinée jamais ne s'est retrouvée dans une telle situation. Il y a énormément de choses. On ne peut pas tout dire, mais le moment viendra pour parler. On est en train de tout documenter. Si je ne meurs pas, Inch'Allah, on saura beaucoup de choses. Le peuple découvrira la catastrophe du CNRD. Cette parenthèse sombre de notre histoire. Ni à la Guinée, ni à un autre pays, je ne vais souhaiter une telle gouvernance. À aucun pays du monde. Parce que nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Nous connaissons la réalité. Même ceux qui sont dedans savent, ils connaissent la réalité. Il y a certains d'entre eux qui parlent avec nous. On sait ce qu'ils disent. Par manque de morale, par manque de vertu, ils s'accrochent. Ils cherchent leur intérêt. Cherchez vos intérêts. Vous allez partir et laisser ces intérêts-là. Le peuple va survivre. Bonsoir chez vous, où que vous soyez. Bonjour pour ceux qui sont dans d'autres contrées à travers le monde. Et on se reprendra très bientôt sur d'autres sujets. Inch'Allah. Au revoir.